travail. On parle ce matin d'un sujet qui passionne beaucoup de gens, c'est-à-dire le forfait jour. Alors, le forfait jour, c'est un sujet qui est un peu trompeur parce que c'est perçu comme, par beaucoup d'employeurs, par beaucoup de gens d'ailleurs, comme étant une forme de liberté. Or, le forfait jour, c'est pas du tout une forme de liberté plus marquée que la durée du travail décomptée à l'heure. C'est juste que l'unité de temps est différente. C'est le point numéro 1 que vous avez là. On compte plus les heures, on compte les jours. Donc, comme vous ne vérifiez pas ce qui se passe au sein d'une heure de travail pour vos collaborateurs, eh bien, vous êtes censé ne pas vérifier, plus ou moins, ce que fait votre collaborateur pendant une journée de travail. C'est simplement l'unité de temps qui change. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette matinée. Merci beaucoup. Non. Mais enfin, je plaisante, mais c'est quand même l'idée. L'idée est là. Alors, l'unité, elle est en principe insécable. Comme vous n'avez pas un temps de travail découpé à la demi-heure, en principe, vous n'avez pas de temps de travail découpé à la demi-journée. En pratique, la pratique l'a mis en place, la demi-journée, mais attention, vous ne pouvez pas, on le verra après, mettre en place un décompte à la demi-journée si vous ne l'avez pas prévu dans l'accord collectif qui va permettre de mettre en place le forfait jour. Alors, à ce sujet, Vincent m'a demandé d'être extrêmement clair. Vous pouvez déroger au forfait jour de la branche grâce au dispositif de négociation collective, d'ailleurs mis en place depuis 2008 et puis depuis 2017, la modification de la hiérarchie des normes. Vous pouvez, c'est dérogatoire, faire un accord d'entreprise pour définir vos propres modalités du forfait jour. Reste toujours la question des minimums, des minima de rémunération. Moi, je pense que c'est dangereux parce que la branche dit que les salariés au forfait jour sont payés au minimum à tel montant. Donc, pour moi, c'est un minima. Enfin, c'est absurde. D'ailleurs, en latin, ce que je dis est absurde, mais c'est pas grave. Vous me comprenez? Donc, c'est assez dangereux. Mais Vincent me dit que dans la branche, il y a plein d'accords qui dérogent à cela. Il n'y a jamais eu de problème. Donc, la pratique dit qu'il n'y a pas de problème. Le théoricien dit que c'est dangereux. Vous pouvez déroger au forfait jour à peu près à tout sur la question du salaire. Il y a peut-être une zone de risque. Voilà, mais je vous le redirai, on peut tout modifier par accord d'entreprise depuis la loi de 2017 et auparavant depuis la loi de 2008 d'ailleurs. Je reprends donc. Comme le travail à l'heure s'apprécie sur la semaine, le travail en jour s'apprécie sur l'année. Donc on change simplement l'échelle. Voilà, on a une vision un peu plus macro. On n'est plus en heure à la semaine, on est en jour sur l'année. Voilà. Donc, nous avons quelques éléments que la branche, que Vincent a rajouté grâce au travail de la branche, que moi-même d'ailleurs j'ignorais. Le 15% des salariés français en forfait jour, c'est à peu près stable en réalité. Oui, entre 10 et 15% depuis toujours, me semble-t-il. C'est pas tant que ça, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas la panacée le forfait jour, la preuve. Voilà. Et évidemment, plus une entreprise a une grande taille, plus la proportion de salariés en forfait jour est importante. Je veux dire évidemment pourquoi, tout simplement parce que la probabilité est là, il y a plus de salariés. Donc, dans une entreprise, vous avez besoin d'avoir une sociologie de l'entreprise avec des gens qui répondent à plusieurs critères différents et plusieurs types de sociologie différentes. Si vous avez peu de salariés, ben vous n'allez pas avoir une diversité de sociologie très importante. Je parle de sociologie du travail, je ne parle pas de sociologie en dehors du travail. Mais quand vous avez une diversité importante, vous avez plus de probabilité d'avoir des gens au forfait jour, des gens à l'heure, des gens au forfait, des gens à temps partiel, des gens, enfin au forfait heure, pardon, des gens à temps partiel, etc., etc., etc. Voilà. Alors, l'année. Qu'est-ce qu'une année? En droit du travail, on se pose des questions quand même importantes. La loi ne parle que d'une période annuelle, donc c'est 12 mois. Voilà. C'est pas très compliqué, c'est du premier jour au dernier jour, du premier jour du mois au dernier jour du 12e mois. Attention, dans votre accord collectif, car vous verrez qu'il faut un accord collectif pour mettre en place le forfait jour, vous devez définir cette période annuelle. Si vous ne le faites pas, est-ce que c'est très grave? Non, je ne crois pas qu'il y ait de sanctions, mais il peut y avoir des plaidoiries disant, mais attendez, je n'ai pas fait mes 218 jours du 1er janvier au 31 décembre, je ne les ai pas fait d'ailleurs, ou j'en ai fait trop, du 1er janvier au 31 décembre, j'en ai fait 280 des jours. Vous vous direz, mais oui, mais c'est parce que la période, elle n'est pas sur l'année civile, et on vous dira, bah, c'est écrit nulle part. Donc attention, il faut vraiment l'écrire. L'accord de branche précise pour sa part que l'année complète s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Donc en application de la branche, vous n'avez pas le choix, c'est l'année civile. Si vous voulez le modifier, il faut le modifier en faisant un accord d'entreprise. Alors, il y a tout un sujet que j'ai repris qui est la question de l'année incomplète. Quand le salarié rentre dans l'entreprise ou sort dans l'entreprise, on fait un prorata.
Je vous ai mis l'exemple de la branche. Voilà, mais il y a d'autres façons de faire. La branche ne parle que d'un exemple. L'idée, c'est de faire un prorata pour que le collaborateur ne travaille pas plus. Enfin, on n'est pas obligé, mais c'est quand même logique que le collaborateur ne travaille pas plus sur une courte période qu'en proportion sur la longue période. En même temps, vous pourriez sortir de la logique d'accord de branche en disant, moi, quand le salarié il arrive, il faut qu'il fasse ses 218 jours. Tant qu'il ne les a pas faits, il n'a pas de jour de repos, ce qui ne s'appelle pas des jours de repos, mais bref. Donc, comme il est arrivé en juin, pour les 6 mois qui viennent, le gars, tant qu'il n'a pas fait 218, il n'a rien, et après on démarrera au 1er janvier l'année prochaine. C'est une façon de faire. Ça peut se défendre, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais enfin, je n'ai croisé que des entreprises qui font des proportions. Alors, à quoi ça sert le forfait jour? Le forfait jour, ça permet donc de s'abstenir de toute référence horaire. Bah, c'est évident, puisque l'unité de décompte du temps est la journée. Donc, il n'y a pas d'heure. Il n'y a jamais de décompte à l'heure. Jamais. Absolument jamais. Donc, il n'y a pas lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses, les temps de trajet, tout ça, ça rentre dans la journée de travail. Seule la journée est l'unité de travail retenue, quelle que soit la composition de la journée. Revers de la médaille, évidemment, toute journée comportant pour partie du temps de travail, même dans des proportions très faibles, même 1 heure de travail, doit par conséquent être comptabilisée comme un jour travaillé. Et oui, l'unité étant la journée, dès que la journée est entamée, et comme il n'y a en théorie pas de demi-journée, sauf si vous l'avez anticipé dans votre accord, et ça c'est de la pratique, c'est même pas du droit, mais maintenant c'est passé, c'est rentré dans les mœurs, donc maintenant c'est du droit. Si vous ne l'avez pas prévu, un salarié qui fait 1 heure de travail, là vous allez redécompter à l'heure, mais vous n'avez pas le droit. Vous aviez un décompte à la journée, il a bossé même 10 minutes dans la journée, c'est une journée de travail. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est extrêmement dangereux. La branche est bien informée de ce problème-là, car nous avions, pour les plus anciens qui m'entendent, un négociateur CFDT au niveau de la branche qui était dans une entreprise, une grosse entreprise de la branche, et ce gars était en forfait jour et allait pointer tous les matins 10 minutes, et il repartait. Il repartait tous les jours, il venait 10 minutes et il repartait, et il a fait ça pendant des années. Alors, on me demande comment se protéger contre un salarié qui ne travaillerait que 10 minutes, mais il faut lui donner du travail. Et s'il ne fait pas son travail, il commet une faute. C'est tout, il faut lui donner du travail. Si le salarié peut venir 10 minutes, c'est qu'il n'a que 10 minutes de travail. Sinon, c'est qu'il n'exécute pas son contrat de travail, et s'il ne l'exécute pas, c'est une faute. C'est tout. Mais en revanche, si le salarié fait son boulot et ne vient qu'1 heure, vous ne pouvez rien lui dire. Or, quand je vous dis ça, tout le monde me dit, bien évidemment, si le boulot est fait. En pratique, vous verrez que votre réflexe, si un type vient qu'1 heure, c'est quand même de lui chercher des pots dans la tête. Mais il en a le droit, parce qu'il ne vient pas 1 heure, il vient une journée, et la durée de la journée, c'est la durée de son travail quotidien. Voilà. Donc, il y a tout de même des règles de durée qu'il faut respecter. Et ces règles de durée, elles sont... alors, c'est pas du temps de travail, vous allez voir que c'est du temps de repos, en fait, qu'on compte. Et ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail. Et oui, ils ne sont pas soumis à 35 heures, ils ne font pas d'heures supplémentaires. Ils ne sont pas non plus soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail pour la bonne raison qu'on ne compte pas les heures. Et si on devait les soumettre aux durées maximales, donc de 10 heures par exemple, sauf accord collectif, il faudrait bien compter les heures. Or, on ne le fait pas. L'unité de temps-heure n'existe plus. En revanche, l'unité de temps-heure existe dans la vie courante, quand on n'est pas dans ce monde éthéré qu'est le droit du travail. Donc, on peut compter les heures de repos. Alors, on a le droit de compter les heures de repos, ce qui finalement... Il y a toujours, en matière de forfait jour, vous verrez un raisonnement de vase communicant. Soit vous comptez le temps de travail, soit vous comptez le temps de non-travail. Vous allez voir, on retrouve ça plus tard avec les jours non travaillés que vous appelez RTT ou jours de repos. Moi, je ne veux pas les appeler jours de repos parce que le collaborateur ne se repose pas. Ça voudrait dire qu'il est fatigué de son travail. C'est assez dangereux en droit de partir sur ce raisonnement-là. C'est autre chose. Là, donc, on compte le repos. Et on compte en application de la législation européenne, je crois que j'ai mis un slide là-dessus, mais en tous les cas, je vous le dis, les salariés ont au minimum 11 heures de repos consécutives entre 2 plages de travail. Il y a 2 phrases importantes, il y a minimum, il y a 2 mots importants, minimum. Au minimum, ce n'est pas toujours 11 heures de repos, c'est vraiment quand la jauge est poussée au maximum, ils n'ont que 11 heures de repos. Ça ne peut pas aller en dessous, sauf un accord collectif, mais bon, on va faire simple. Voilà.
Et c'est un minimum, donc ça ne peut pas être tout le temps comme ça. Si c'est tout le temps comme ça, c'est bien le problème qu'avait pointé la Cour européenne des droits de l'homme, je crois, oui c'est ça, et la Cour de cassation. On arrive à des journées de travail absolument délirantes, 13 heures par jour, pendant 5 jours, ça commence à faire beaucoup. Je sais que quand on n'est pas salarié, on le fait facilement, mais quand on est salarié, on ne peut pas faire plus. Voilà. Non, il restait un tiret. Et le repos hebdomadaire de 24 heures, qui s'ajoute aux 11 heures précitées, ça veut dire qu'il y a forcément un jour de repos, le fameux repos hebdomadaire. Et ça, c'est pareil, c'est innégociable. Vous ne pouvez pas arriver en justice avec un collaborateur qui a travaillé du lundi au dimanche soir. Surtout si, en plus, il n'a que 11 heures de repos entre deux plages de travail. Mais même, vous ne pouvez pas le faire. Ça veut donc dire que le collaborateur peut travailler 6 jours par semaine. Et en théorie, 13 heures par jour. C'est ce qu'on a vu. Donc, si vous faites 6 heures par semaine, 13 heures par jour, vous arrivez à 78 heures de travail par semaine au maximum en forfait jour. Ça a été absolument, je ne vais pas dire banni, mais ça a été remis en cause par la Cour de cassation. Toute l'histoire qu'on a vécue il y a 10 ans, sur laquelle je vais revenir, l'attaque contre les forfaits jours vient de là. Le droit du travail français vous permet de faire travailler les gens 78 heures par semaine en forfait jour, mais la Cour de cassation ne vous le permet pas. Voilà. Donc, vous devrez faire moins. Humainement, ça se comprend. Mais juridiquement, du Ralex et Lex, on devrait pouvoir le faire. Mais on ne peut pas le faire. Voilà. Donc, voilà. Selon la Cour de cassation, la preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale incombe uniquement à l'employeur. Alors ça, là, ça n'a pas l'air d'être... mais en fait, c'est crucial pour vous. Ça résulte de la directive, comme je vous le disais, c'est une directive européenne qui parle des minimums de repos. Or, et pas que de ça, mais ça, comme c'est du droit européen, par une construction que je ne vais pas vous développer maintenant, parce qu'en plus je serais bien incapable, je ne l'ai pas revu, donc je ne sais plus comment ça fonctionne, mais il reste que la charge de la preuve pèse uniquement sur l'employeur. Donc le salarié n'a pas, comme les articles 6 et 9 du Code de procédure civile en général l'exige, n'a pas à apporter les pièces et les preuves et les éléments de fait et les éléments de preuve au fondement de ses prétentions, quand il dit j'ai pas assez dormi, etc. Il faut que... Non. Là, il peut saisir le juge en disant je demande à mon employeur de prouver que j'ai eu mes 11 heures de repos consécutives, minimum. C'est tout. Il n'a pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Donc vous êtes, vous, en obligation absolue de vous aménager la preuve. Vous ne pourrez même pas, comme parfois je le fais, aller en justice en disant on prétend que, mais où sont les preuves? Non, c'est à vous de les apporter. En matière de temps de travail, je l'ai déjà dit, je crois, la dernière matinée, la preuve est partagée. Elle est toujours partagée, mais dans ce cas-là, elle n'est même pas partagée. Elle est sur vous. La charge de la preuve pèse sur vous. Donc, organisez-vous pour suivre. C'est un système déclaratif, on le verra après. 1,2 million d'euros, m'a rajouté Vincent, c'est le montant d'une condamnation récente d'une entreprise au titre de rappel de salaire, notamment en paiement des heures supplémentaires accomplies. Alors, les heures supplémentaires, ça sous-entendrait qu'ils ont disqualifié le forfait jour, parce qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires en forfait jour. Mais des condamnations avec des montants comme ça, on en a. Alors, on en a 1,2 million d'euros, c'est pas énorme. Alors, c'est énorme en argent, évidemment, mais c'est pas énorme en droit quand vous regardez le fait que il suffit d'avoir fait 3 heures supplémentaires par semaine pendant 3 ans, une vingtaine de salariés, et vous êtes à votre million d'euros. Hein. Ça va tout de suite. 3 heures supplémentaires rétroactives sur 3 ans par semaine, vous multipliez. Donc le collaborateur disqualifie son forfait jour, prouve facilement qu'il a travaillé au moins 3 heures sup par semaine parce qu'il donne ses mails, et vous vous retrouvez à devoir donc lui faire un rattrapage de salaire. À ça, vous rajoutez le travail dissimulé, c'est donc 6 mois, et sur une vingtaine de gars, pour un salaire moyen, vous arrivez à 1 million d'euros. C'est arrivé d'ailleurs, ça a été le début des problèmes d'Altran, la fameuse première décision Altran, Cour de cassation, Cour d'appel de Toulouse 2014 et Cour de casse après 2016, je crois. Et donc, ce sont des sommes qu'on voit. Alors, attention, il faut 20 salariés, il faut vraiment n'avoir aucun système, bon bref, mais c'est possible. Donc, c'est sérieux. Alors, l'absence de référence horaire, sauf quand on l'a rétabli, donc, mais alors, j'en profite pour vous dire, je ne sais pas dans les slides, il y a une JP qui est logique, hein, qui vient de sortir, où le juge a dit, OK, moi, je rétablis la durée du travail à l'heure, mais votre collaborateur qui a eu des, je cite, RTT, il faut qu'il vous les rende aussi. Donc, le juge fait une compensation entre les jours de repos pris qui n'étaient pas fondés en droit, puisqu'on n'est pas en forfait jour, et
les heures supplémentaires invoquées, le juge, semble-t-il, fait une compensation, non pas en temps, puisque les heures sup s'apprécient à la semaine alors que les jours de repos, c'est sur l'année, mais en argent, manifestement, il demande aux salariés de rembourser les sommes, et vous, il vous demande de payer. Donc 1,2 million d'euros, c'est en plus en ayant pris en compte les remboursements. Ou du moins, dorénavant, ce sera comme ça, parce que la JP est récente. Mais elle est logique, pour une fois. Donc l'absence de référence horaire a d'autres conséquences. Un forfait annuel en jours inférieur au plafond légal ou conventionnel ne constitue pas un temps partiel. Ah oui, alors ça, c'est super important. Il n'y a pas de temps partiel en forfait jour. Il y a des forfaits réduits, ok, mais c'est toujours des temps pleins. Même quand vous faites un jour par an, si vous êtes en forfait jour, vous avez juste plus de jours de repos. Pas une dizaine, mais vous en avez 220 ou 230, mais vous êtes quand même à temps plein. Un forfait jour est toujours à temps plein. C'est le nombre de jours à faire dans l'année qui est plus petit, mais ce nombre de jours à faire constitue un temps plein. C'est fondamental, il n'y a pas de temps partiel. Donc, voilà, l'abattement d'assiette sur les cotisations plafonnées auxquelles ouvrent droit les salariés à temps partiel ne s'applique pas aux salariés, bénéficiant d'une convention en forfait jour, c'est logique. Par ailleurs, la retraite progressive n'est pas ouverte aux salariés. Mais là, il y a une décision du Conseil constitutionnel qui a dit que ça ne marchait pas quand même. C'est pas possible, c'est discriminatoire parce que en fait, les salariés étant dans une situation équivalente devraient avoir droit à des dispositifs équivalents. Donc, le législateur a 10 mois pour remédier à ça. Voilà, pour ça, je suis pas sûr que la retraite progressive, ça concerne grand monde. Je l'ai mis quand même parce que la JP vient de tomber. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à défaut de réaction du législateur, la restriction légale sera abrogée. Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que si la retraite progressive commence à être admise pour les salariés qui ne sont pas à temps partiel parce qu'ils sont en forfait jour, simplement parce que ce n'est pas constitutionnel, parce que ça crée une rupture d'égalité en pratique, pourquoi pas le reste? Donc, à suivre. Mais pour l'instant, on en est là. Alors, le problème, voilà, la question de la compatibilité du système français et des forfaits jours avec les textes européens, et notamment la Charte sociale européenne, s'est posée à plusieurs reprises. Alors, je fais court. La Charte sociale européenne, ce n'est pas du droit communautaire. Ce n'est pas du droit de l'Union européenne. Donc, je ne vous parle pas de l'Union européenne. Je vous parle de l'Europe. Au sens, non pas géographique non plus, mais au sens d'une autre institution qui s'appelle la la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle est, comment dire, est un organisme du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, la Russie fait partie du Conseil de l'Europe, c'est vous dire, c'est une organisation de droit international qui en réalité veille à l'application de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette Convention européenne des droits de l'homme, signée par beaucoup d'États qui ne sont pas dans l'Union européenne, a été saisie il y a maintenant 10 ans, 10-12 ans, régulièrement. C'est un outil juridique qu'on ignore, qu'on devrait mieux surveiller, à mon avis. Hein. Mais bon, bref, et ça a été saisi par des syndicats disant, mais regardez, en France, on peut travailler 78 heures, c'est une violation totale de la Convention européenne des droits de l'homme. On n'a pas été condamné, la France n'a pas été condamnée parce que la France fait partie de cette institution et je pense qu'il y a dû y avoir des tractations assez complexes pour ne pas être condamné, mais en contrepartie, c'est mon interprétation, bon, je ne vous fais pas la réalité historique, on n'a pas été condamné, c'est vrai, sauf qu'il y avait quand même une commission du Conseil de l'Europe, une commission préparatoire qui avait dit que la France était quand même en violation totale. Donc il n'y a pas eu de décision officielle, mais il y a eu des rapports internes qui le confirmaient. Et comme par hasard, la Cour de cassation est tombée sur toutes les conventions collectives en nous cassant la gueule, il faut vraiment le dire comme c'est, alors que je vous rappelle que la convention collective des bureaux d'études avait été étendue et que par ailleurs, la loi Aubry 2 sanctifier ou sanctuariser, c'est le terme, toutes les stipulations légales, les stipulations conventionnelles qui avaient pu être signées entre 1998 et 2000. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi sur les forfaits jours. L'accord de branche a été fait à une époque où il n'y avait rien sur la durée du travail à 35 heures et les forfaits jours en France. Cet accord de branche de 99 était censé être sanctuarisé par la loi Aubry. Par ailleurs, pendant 12 ans, elle a été appliquée sans aucun problème. Et ensuite, de toute façon, ça avait été étendu. Donc, la Cour de cassation, en remettant en cause le forfait jour dans la branche, a 1. Violé la séparation des pouvoirs, 2. Carrément violé la loi. Parce qu'en plus, elle a exigé des choses qui n'étaient écrites nulle part. Donc, c'était monstrueux. Et pour ceux qui s'en souviennent il y a 10 ans, c'était une panique dans la branche, parce qu'on avait un texte qui collait, mais finalement, la Cour de casse avait considéré que ça ne collait plus. Bon, ok, passons, je m'étais beaucoup fâché à l'époque, mais que voulez-vous que je fasse? Ça a été, on va en parler, il y a eu un avenant à l'accord de branche, etc., on sait bien. Mais donc, tout ça pour vous dire que les forfaits jours sont toujours dans le viseur et c'est pas très apprécié. Alors, t'es passé vite, Vincent, je sais pas ce que j'avais dans le bas de mon slide, mais c'est pas grave. Ouais, alors, si, c'est quand même important.
Il y avait donc des obligations que nous devions remplir dans nos textes, et ces obligations qu'on devait remplir dans nos textes devaient être prévues par un accord collectif. Mais comme notre accord collectif, donc, ne prévoyait pas dans la branche une chose pareille, eh bien, les entreprises ne pouvaient rien faire en réalité, elles étaient coincées. Alors, la loi travail a permis quand même aux entreprises qui appliquaient une convention collective étendue, donc à calmer un peu la Cour de cassation en disant, attendez, les entreprises elles font ce qu'elles peuvent, donc a permis en pratique, de compléter dans les faits, ce qui est normal, hein. À la limite, je vous dirais, tant qu'en pratique, il n'y a pas de problème, je ne vois pas d'où venait le fait qu'on remette en cause les forfaits jours. Ce que la loi travail dit, s'il n'y a pas telle chose dans la convention collective, étendue depuis 10 ans, hein, en ce qui nous concerne, mais en pratique, l'employeur peut le faire, et puis il n'y aura pas de dommages. Ça, c'était la loi travail de 2016. Avant, donc, vous ne pouviez rien faire, vous étiez coincé. Rien, impossible. C'est rétroactif sur 3 ans, impossible, l'enfer, quoi. Il se trouve que la convention collective des bureaux d'études a été modifiée en 2014, vous le savez, c'est l'avenant du 1er avril, et que c'est trop tard, parce qu'on a été donc sécurisé un peu trop tard, puisque la loi de 2016 a dit que ce n'était pas la peine de venir sécuriser. La loi de 2016 a dit que ce n'était pas la peine de sécuriser, l'employeur pouvait compléter lui-même, mais nous avions, enfin c'est la loi qui est arrivée trop tard, nous avions fait un avenant en 2014 pour compléter l'accord de branche. Donc, dorénavant, mais ceux qui vont regarder la convention collective sur Légifrance ne verront pas la différence. Ceux qui la regardent d'ailleurs, notamment sur qui regardent le texte initial, il ne faut pas oublier qu'il y a un avenant. En 2014, il y a un avenant qui a complété l'accord de 99 sur les forfaits jours en rajoutant, parce qu'à l'époque, en plus, quand on craignait de se faire rétamer, l'accord, il est délirant, l'accord de 2014. Enfin, délirant. On va y venir. Voilà. Donc, la loi travail nous a dit quoi? Elle nous a dit, donc, les conventions individuelles de forfait conclues avant le 10 août 2016, donc la nôtre de 99, sont sécurisées. Alors, pardon, les conventions individuelles de forfait, c'est ce que vous mettez vous dans l'entreprise. Je parle trop vite, je vais trop vite, il faut que je ralentisse un peu. Donc ça, c'est ce que vous allez mettre en place dans l'entreprise ou mettre en place le forfait jour avec le salarié, convention individuelle, je vais y revenir, adossés à des accords collectifs incomplets, comme l'était l'accord des bureaux d'études, sont sécurisés, nous dit la loi de 2016, si on fait un certain nombre de choses. Mise en place d'un document de contrôle, c'était déjà dans notre accord de 99. Donc ça, le document de contrôle, je vais y revenir, vous n'avez pas le choix. La loi de 99, la loi de 2016, la convention collective de 99, la loi de 2016, l'avenant de 2014 vous le demande, un salarié en forfait jour, vous devez être en mesure de contrôler les journées et demi-journées travaillées. Il n'y a pas le choix. C'est ce que demande la loi, même quand ce n'est pas dans l'accord collectif. Vous devez respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires et en avoir la preuve, c'est ce que je vous disais. Tout ça, ça se fait par un déclaratif. Et l'organisation dit, la loi de 2016, une fois par an, d'un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération. Si en pratique, tout ceci est mis en place, il n'est pas nécessaire de modifier un accord de branche. Sauf que nous, on l'avait modifié avant, et le législateur un peu lent était venu dire un truc évident. Tant qu'il n'y a pas de dommage, il n'y a pas de condamnation. C'est la base du droit civil, première année. Mais la Cour de cassation ne raisonnait pas ainsi. Bon. Donc aujourd'hui, Vincent, je te demande le slide suivant. Aujourd'hui, attention, et c'est très important, lorsque l'accord collectif qui met en place le forfait jour a été révisé avant la publication de la loi travail du 8 août 2016, c'est notre cas. Nous avons révisé notre accord collectif en 2014. Eh bien, l'accord du salarié est nécessaire. Ça veut donc dire que si vous avez des forfaits jours qui sont aujourd'hui encore fondés sur la convention collective avant 2014, si vous avez des salariés en forfait jour depuis 2012, par exemple, eh bien, il faut leur faire signer un avenant. Sinon, la Cour de cassation, qui n'est pas en retard d'un truc pour coincer les entreprises, considère que même si l'accord de branche a été modifié, même si votre contrat, votre convention individuelle de forfait vise un accord de branche qui a été modifié, vous devez faire re-signer une convention individuelle de forfait visant l'accord modifié, et non pas, en son état modifié, et non pas visant simplement l'accord qui après a été modifié. C'est un peu comme si je vous disais, à chaque fois qu'on réforme le traité européen, ce qu'on fait régulièrement, Maastricht, Amsterdam, etc., il faut tout re-signer. Voilà, ça c'est la Cour de cassation, c'est magnifique. Je vous dis ça pourquoi? Vous sentez que je suis exaspéré, parce qu'il y a tellement de pièges avec le forfait jour.
c'est tellement fait, il y a une telle lutte des magistrats contre le forfait jour que des décisions contre Alleghem, le mépris de la séparation des pouvoirs, l'édiction d'une nouvelle norme surréaliste, vous imaginez si vous deviez à chaque fois re-signer les contrats de travail quand vous modifiez un accord collectif, mais alors les NAO, ça générerait des avenants tous les ans, pour tous les sujets, tout le temps. Ça n'a aucun sens. Mais c'est comme ça. Donc, et puis vous regarderez, c'est un accord P plus B plus R plus I, c'est une décision qui a été publiée partout. Quand vous, les décisions très importantes, vous les avez, c'est FS, P, B, R, I, ça veut vraiment dire que la Cour de casse l'a publié partout, urbi et orbi. Voilà, donc attention, si vous avez des salariés qui relèvent d'un forfait jour qui date d'avant 2014, ils doivent re-signer leur contrat de travail. Bon. Maintenant, j'ai pris mes pilules, je me calme et je reprends maintenant le cours normal de ma présentation. Il faut un accord collectif. Oui, le forfait jour se met en place obligatoirement avec un accord collectif. Il y en a un dans la branche, donc vous n'avez rien à faire dans votre entreprise, mais si vous le souhaitez, donc vous pouvez faire un accord tel que vous l'entendez, car nous sommes dans un domaine dérogatoire, sauf peut-être à l'exception de la rémunération, et tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Donc, il vous faut un accord d'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est moins favorable que le droit commun. Le droit commun, on travaille 36 heures, la 36e heure, on a des heures sup. Forfait jour, on travaille 36 heures, on n'a rien du tout. Du tout. Forcément, il faut un accord collectif. Par ailleurs, il faut une convention individuelle de forfait. Là, c'est assez logique. C'est-à-dire que, comme c'est exorbitant du droit commun c'est 35 heures, ça ne se présume pas. Donc, il n'est pas possible de dire mon collaborateur il est en forfait jour si vous n'avez pas un écrit et un accord spécifique de sa part. L'écrit doit être précis, l'accord doit être évidemment sans réserve. Donc, il n'y a pas de forfait jour qui se présume. Le contrat de travail à durée indéterminée n'est pas un contrat écrit en droit français. Vous pouvez avoir un salarié chez vous sans contrat de travail, mais il n'aura pas de période d'essai. Bon, c'est un autre sujet. Et il sera à 35 heures, il n'aura pas de forfait jour. Il y a 2 ou 3 autres petites choses comme ça qui ne se présument pas qu'il n'aura pas. Voilà, il faut bien l'avoir en tête. Donc, vous ne pouvez pas avoir de salarié au forfait jour parce que c'est un état de fait. Ça ne fonctionne pas. Il faut un contrat signé. Alors, en droit, avec qui peut-on faire un forfait jour ? Parce que là, c'est pareil, c'est assez encadré. Par définition, comme vous ne contrôlez plus la durée du travail, sauf à grosse maille, il faut quand même des salariés assez capés, assez robustes, assez autonomes, c'est le terme, pour pouvoir s'auto-gérer. Bon, je vous rappelle que le Code du travail, il est né dans les usines. On travaillait sur une chaîne et il n'y avait pas d'autogestion. C'était vraiment, on travaille à la chaîne. Le Code du travail a beaucoup de mal avec l'autonomie du salarié, beaucoup. Parce que ce n'est pas dans ses gènes. Le Code du travail est là pour réglementer et pour vous pousser, vous, à mettre en jeu votre responsabilité en contrepartie de votre pouvoir de direction. Transférer une partie de cette responsabilité sur le salarié, c'est impossible. Ça n'existe pas en droit du travail. Par conséquent, le forfait jour laissant une forme de gestion autonome au salarié de son temps de travail et de son activité est gênant. Forfait jour, c'est pour ça que vous avez une bagarre régulière et que même les juges sont pas très à l'aise avec ça. Donc, peuvent conclure une convention de forfait en jour sur l'année dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif. Ça, c'est la loi. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dans la nature des... Voilà, enfin bref. Et puis, les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée. Donc, les cadres autonomes et les salariés dont la durée ne peut pas être prédéterminée. Voilà, ça, c'est ce que dit la loi. Maintenant, la convention collective. Je regarde, il est 9 heures déjà. Je parle vite, mais malheureusement, j'espère que je vais aller au bout. Bon, on verra. Je ne peux pas aller plus vite, sinon vous n'allez rien comprendre du tout. La convention collective nous dit quoi ? Elle nous dit que peuvent bénéficier d'un forfait jour. Alors là, vous le lirez, ça n'a pas changé depuis 1999. Voilà, l'accord du 22 juin 1999 modifié en 2014. La même chose, c'est-à-dire les personnels qui exercent des responsabilités de management, etc., etc. Je passe parce qu'on n'a pas le temps. Simplement, vérifiez bien que c'est le cas chez vous. Vous ne pouvez pas mettre un salarié en forfait jour s'il ne relève pas de cela. Bon. Il faut absolument que le salarié dispose d'une grande latitude dans l'organisation de son travail, donc il n'est pas question qu'un collaborateur qui va en justice pour dire « moi, j'étais en forfait jour fantoche », puisse produire un mail où vous lui dites « pourquoi tu n'étais pas là à 9h ?» Sauf, on avait une réunion à 9h, tu étais en retard à la réunion. Ça, c'est autre chose, application du contrat de travail. Mais il n'est pas venu, s'il n'est pas venu à 9h parce qu'il est en forfait jour et qu'il n'avait rien spécifique à faire à 9h, vous ne pouvez rien lui dire. C'est très important.
attention, il est autonome. Si vous dites à un salarié, bah, puisque tu vas chez le dentiste, tu me poses une demi-journée, c'est pareil. Là, ça ne marche pas. Un salarié en forfait jour, il va chez le dentiste quand il veut, tant que son travail est fait. Si vous lui demandez de poser une journée, et une demi-journée particulièrement, même si vous ne les avez pas définies dans votre accord, et là, dans l'accord de branche, c'est possible maintenant depuis 2014, mais il faut quand même préciser au niveau de l'entreprise, un salarié en forfait jour, il peut partir 2 heures, il peut déjeuner jusqu'à 15 heures, enfin, vous n'avez rien à lui dire puisqu'il n'y a pas d'heure. Donc, s'il veut aller faire ses courses, aller chez le dentiste, aller chercher ses enfants à l'école ou quoi que ce soit, vous ne pouvez rien dire. Si vous réagissez, vous le remettez dans un rapport à l'heure et vous prenez un risque. Il faut par ailleurs qu'il relève, et au minimum, c'est là qu'arrive le terme minimum, mais bon, passons, on ne l'analyse pas tous de la même façon, j'espère que la Cour de cassation me donnera tort. Déjà, c'est rare, mais j'espère qu'elle me donnera tort. Donc, il relève au minimum, donc pour moi c'est un minimum, donc pour moi ça ne relève pas de ce que vous pouvez négocier au niveau de l'entreprise, bref, de la position 3 de la grille de classification de la convention collective, ou bénéficie donc au minimum d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la Sécu ou son mandataire social. Faites extrêmement attention à cela. Si vous avez des collaborateurs en position 2 par exemple, en forfait jour, eh bien, ils doivent bénéficier au minimum de 2 fois le plafond annuel de la Sécu, c'est-à-dire 82 000 euros, je crois, par an cette année. À moins qu'ils soient mandataires sociaux, c'est autre chose. Mais attention, on a régulièrement ce problème-là. Alors, c'est un problème en même temps qui est rarement vu, heureusement pour nous. Je ne connais pas que j'ai eu à voir ni en avocat ni en juge des dossiers où, alors que ça aurait été possible, parce que je voyais bien que le salarié était en forfait jour en position 2, par exemple, je n'ai pas vu que le moindre de mes confrères ait exigé le versement de la rémunération de fois le plafond de la Sécu. De toute façon, dans ces cas-là, le meilleur atout que vous avez, c'est de dire que le salarié, finalement, il n'est pas en forfait jour, c'est une erreur, la preuve, on lui a donné des ordres. Enfin bref. Mais le texte est le texte, et en 2011, personne, ou quand on s'est fait reprendre sur la modalité 2 aussi, on s'est fait reprendre sur tout, personne ne s'attendait à ce que la Cour de cassation le lise a priori comme elle l'a lu. Donc je suis obligé de vous dire, attention quand même à cela. Il faut vraiment faire très attention, la Cour de casse est capable de tout. Par ailleurs, le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie, donc catégorie qui est en position 3. Là aussi, il est quand même possible, je pèse mes propos, qu'en cas de saisine, le juge considère qu'il s'agisse d'un minimum de rémunération, je vais essayer de parler latin, et que ce minimum de rémunération, vous ne pouvez pas y déroger. Il y a donc quand même un doute, même si Vincent me dit qu'au niveau de la branche, il y a plein d'accords dérogatoires qui passent et les syndicats de salariés ne disent rien. Très bien, parfait. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va se réveiller. Bon, on verra. Que doit contenir la convention individuelle de forfait? Alors, on appelle la convention individuelle de forfait la traduction dans un contrat entre vous et votre salarié des stipulations de branche qui sont génériques et l'établissement d'un accord précis entre vous et le salarié. Donc c'est soit sous forme d'un avenant, soit sous forme directement du contrat de travail. Eh bien, pour pouvoir être opposable, comme elle est dérogatoire au droit commun, cette convention individuelle de forfait doit être extrêmement précise, de manière à ce que le salarié ne puisse pas dire de bonne ou de mauvaise foi « j'étais pas au courant ». Si ça n'est pas précis, si l'accord du salarié n'a pas pu être donné, classique, raisonnement classique, c'est comme ça que la Cour de cassation fait tomber la plupart des modalités 2, on n'en parle pas aujourd'hui, là on est dans la modalité 3, mais le raisonnement est le même, c'était pas précis, le salarié a donné un accord sur quelque chose de flou, donc je considère qu'il n'a pas donné son accord, donc il est à 35 heures. Parce que je vous rappelle qu'on ne présume pas ce qui est exorbitant du droit commun. Donc, il faut être très précis. La loi nous dit que la convention de forfait en jours, donc le contrat de travail, doit notamment fixer le nombre de jours travaillés à l'année. Bon, en général, on l'écrit quand même. Selon la jurisprudence, la convention individuelle de forfait doit en outre, donc le contrat, préciser les modalités de décompte des journées ou des demi-journées travaillées, les modalités de prise des journées et demi-journées travaillées. Alors celle-là, je ne l'ai jamais vue dans un contrat, il ne faut pas exagérer, mais la jurisprudence nous l'exige, et un simple renvoi aux dispositions de l'accord collectif prévoyant le forfait jour est insuffisant. Voilà, ça c'est très important. La plupart du temps, moi je vois des contrats, vous êtes en forfait jour en application de la convention collective. Non, 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 non. Ça ne marche pas.
Il faut faire très attention. Il faut des contrats très détaillés pour que le salarié ne puisse pas dire « moi, je ne suis pas au courant ». Alors, il aura moins tendance à vous le dire maintenant qu'il va falloir qu'il rembourse ses, entre guillemets, RTT. C'est sûr que depuis cette décision, heureusement, qui est très récente, que je n'ai pas mis dans les slides, elle a 3 ou 4 semaines, un mois ou deux peut-être. Et quand j'ai fait les slides, je ne l'ai pas retrouvé, je l'ai retrouvé après. Mais bon, c'est pas grave. C'est logique, il y avait déjà eu des décisions en première instance comme ça. Vous n'êtes pas en forfait jour, vos RTT n'étaient pas fondés, donc vous les rendez. C'est vrai que maintenant, ça va peut-être un petit peu calmer les contentieux, parce qu'il faut quand même commencer par faire la balance entre ce qu'on rend et ce qu'on va gagner. Enfin, ça n'empêchera pas les collaborateurs, certains collaborateurs, d'attaquer en disant « moi, j'étais pas au courant et mon contrat n'était pas assez précis ». Il faut faire attention. Alors, l'accord de branche vous dit quoi, lui? Puisque la loi vous dit des choses, l'accord de branche négocié en 2014 avec l'angoisse au ventre que tous les forfaits jours de la branche soient mis en cause. Donc, il y a eu un certain nombre de verrous qui ont été mis. C'était vraiment ceinture, bretelle, ceinture de sécurité et caisson anti-choc. On a écrit quoi? On a écrit qu'il faut une référence à l'accord collectif applicable. Donc, il faut évidemment renvoyer à l'accord de branche. La nature des missions justifiant le recours à cette modalité, ça c'est assez classique. Vous faites ça, etc. Le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération correspondante, le nombre d'entretiens auxquels le salarié aura droit. Alors celle-là, et puis dans la branche, c'est 2, c'est pas 1, c'est 2. Vous devez aussi prévoir, Vincent, un petit coup de slide. Merci. Et donc, le salarié, lui, de son côté, il est tenu de travailler le nombre de jours travaillés indiqué dans l'accord collectif. S'il y a écrit... Alors, c'est très important. Pourquoi je vous ai mis ça? Le forfait jour, ce qui est forfaitaire, c'est la durée du travail à la journée. Ce n'est pas le nombre de jours dans l'année. Beaucoup de gens pensent, oui, j'ai un forfait de 217 jours. C'est ce que j'entends souvent. Pas du tout. Absolument pas. Personne n'a un forfait de 218 jours ou 217 jours. Tout le monde a un forfait d'une journée, mais à 218 forfaits dans l'année. C'est ça, le forfait jour. Le nombre de jours à faire, il n'est pas forfaitaire. Vous ne payez pas le salarié le même montant, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas travailler, enfin qu'il exécute ou qu'il n'exécute pas son contrat de travail. Si un salarié n'exécute pas son contrat de travail pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous n'allez pas lui payer ces 3 jours. Si le salarié n'exécute pas son contrat de travail pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous allez quand même lui payer ces 3 heures, parce qu'elles sont forfaitaires, elles. On est dans un forfait jour. Attention à ce raisonnement-là. Il faut bien être très précis. Donc, dans l'accord de branche, c'est 218 jours maximum, c'est la loi, par an, journée de solidarité comprise. Alors là, je vous le précise, je ne vais pas pouvoir détailler parce que le quart d'heure qui me reste, ou un truc comme ça, ouais, il passerait. Mais seulement rappelez-vous que la journée de solidarité, elle n'est pas rémunérée. Vous ne payez pas vos collaborateurs pour 218 jours de travail, vous les payez pour 217 jours de travail. C'est très important. Ça peut changer beaucoup de choses dans certains calculs. 217 jours et une journée non travaillée. C'est important de le préciser dans le contrat de travail. L'employeur ne peut pas imposer aux salariés de travailler au-delà du plafond. Ce n'est pas comme les heures sup qu'on peut imposer. Les jours en plus, on ne peut pas les imposer. Il faut que le salarié donne son accord. Ce n'est pas le même raisonnement que les heures sup. Je vous rappelle qu'une heure supplémentaire, le salarié, en tous les cas dans le contingent, ne peut pas s'y opposer à son exécution, sauf si ça porte atteinte à sa vie privée, parce que vous voulez moins de revenir un samedi matin, vous le prévenez le vendredi soir, il avait prévu de partir en famille, ok. Mais il faut une raison légitime. Pour les jours en plus, au-delà des 218 jours de travail, dont 217 payés, vous ne pouvez pas les imposer aux collaborateurs. Et puis, alors là, c'est hyper important, écoutez-moi bien, parce que ça, c'est la base du raisonnement. C'est peut-être la seule chose que vous aurez à garder en tête aujourd'hui, les jours restants au calendrier civil. Quand on a travaillé 218 jours, qu'à ces 218 jours se rajoutent 5 semaines de congés payés, qu'à ces 5 semaines de congés payés se rajoutent des week-ends, non rémunérés les week-ends en droit du travail, pour les salariés en forfait jour. On ne paye pas même d'ailleurs, on ne paye pas les week-ends. Hein. Contrairement à ce que vous entendez dire les dimanches et les samedis, il y a la Sécu qui considère que le salaire couvre les dimanches et les samedis, mais vous payez les gens pour 35 heures ou pour tant de jours. Et dans ces jours, il n'y a pas les samedis et les dimanches. La preuve, on fait le décompte. On fait 365 jours par an, moins 52 jours de week-end qu'on met de côté, moins les congés payés qui ne sont pas rémunérés de la même façon. Vous le savez, c'est 10% de plus, mais donc ce n'est pas dans le salaire de base, enfin dans le salaire contractuellement prévu.
les jours fériés travaillés, enfin, rémunérés et non travaillés, on ne les compte pas non plus, ceux-là, ils ne sont pas dans les 218 jours. Donc attention, là je vous réponds à un problème que vous n'avez jamais soulevé, mais que au bout d'un moment, non, on ne paye pas les week-ends. Non, on ne paye pas les week-ends. C'est très important. Mais il reste quand même des jours. À la fin, il reste 10 jours en général. Ce n'est pas des RTT ces jours. Arrêtez de dire RTT. Pardonnez-moi de pleurer comme ça, mais le régime juridique des RTT est différent, ne serait-ce que parce qu'ils sont payés, les RTT. Les RTT, c'est du temps de travail qui a été fait avant, que vous faites, que vous remplacez par du repos après. Mais son travail, il est payé à un moment ou à un autre. Là, ils ne sont pas payés ces jours-là. Absolument pas. C'est très important. Et puis, ils ne sont pas générés par l'exécution du contrat de travail. C'est juste que le contrat de travail ne s'applique plus. Au bout de 218 jours de travail, le contrat de travail ne s'applique pas. Il y a donc 10 jours à peu près que vous appelez jours de repos. Ce n'est pas des jours de repos qu'on appelle RTT. Ce n'est pas des RTT, ce sont des dimanches. Un salarié en forfait jour, il n'a pas 52 dimanches à l'année, donc 104 jours de week-end, il a 62 dimanches à l'année. Voilà, c'est comme ça, il y a 10 jours de plus quand il fait 218 jours de travail. Et c'est extrêmement important. Durant ces jours, le contrat de travail ne s'applique pas. Ne s'applique pas. Ils ne sont pas rémunérés, le collaborateur fait ce qu'il veut. C'est très, très, très important. On n'est pas en RTT, on n'est pas en jour de repos, parce que les jours de repos ils sont générés, pareil, par du travail compensé par du repos. Non. C'est juste qu'ils ne sont pas qualifiés, ils n'existent pas. Je vais m'arrêter, je vais changer de sujet. Mais ils n'existent pas, en fait. Le contrat de travail ne les vise pas. Le contrat de travail ne vise que 218 jours de travail. Et le code du travail vise les week-ends et les jours fériés et les congés payés. Les derniers jours dont on parle ne sont visés que par aucun dispositif, ni légal, ni contractuel. Ils n'existent pas, ils ne vous regardent pas. Voilà. Sauf si vous voulez les racheter. C'est pour ça qu'il faut l'accord du salarié, parce qu'on est hors contrat. Voilà. J'espère que là, j'ai été clair. Je ne vais pas y passer non plus la journée là-dessus. Mais c'est important. Alors, 9h15. Le dépassement du forfait, alors, c'est ce qu'on appelle un dépassement de forfait. J'y peux rien, c'est le terme. Mais en réalité, on ne dépasse pas le forfait. On dépasse le nombre de jours contractuellement prévus. Le forfait, c'est la journée. Mais bon, il y a des ambiguïtés aussi chez le législateur, c'est comme ça. Donc, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours non travaillés en contrepartie d'une majoration de salaire. Voilà. Donc, dans la limite de 335 jours de travail à l'année, donc on peut racheter des jours. On peut même les racheter au-delà des 10 jours dont on parle, parce que 218 plus 10, ça fait 228. On peut aussi donc racheter une semaine, je ne sais pas, on peut racheter des week-ends, on peut racheter des jours fériés, on peut racheter la cinquième semaine de congé payé, on ne peut pas. Mais voilà. Donc, on peut même racheter des jours fériés, mais ça se paye. Ça se paye, c'est au moins 10%. L'accord de branche nous dit d'ailleurs, nous donne une majoration, j'y viendrai après. Et donc, ce rachat, il est possible, il ne se présume pas, il faut le faire tous les ans. Vous pouvez faire travailler vos collaborateurs plus, mais vous devez à ce moment-là faire un accord précis avec lui. C'est un rachat, c'est contractuel. Et c'est parce que donc sinon, on est hors contrat. Voilà. C'est ce que tout le monde appelle le dépassement de forfait. Je l'ai appelé comme ça aussi, mais en réalité, juridiquement, ce n'est pas un dépassement du forfait. C'est un rachat de jours au-delà de ce qui était prévu contractuellement. Voilà. L'accord de branche, lui, il nous dit que c'est possible, mais vous voyez que dans le texte de l'accord de branche, il n'est pas dit dépassement de forfait, il est dit les salariés peuvent renoncer à des jours de repos. Voilà. Moi, je dis jours non travaillés. Le Code du travail parle de jours de repos, mais moi, je dis jours non travaillés. Les jours de repos, je vous dis, c'est ce qu'on accorde en contrepartie de temps de travail supplémentaire, ce n'est pas le cas. Donc, moyennant le versement d'une majoration minimum de 20% de la rémunération jusqu'à 222 jours, donc quand on rajoute à peu près 4 ou 5 jours, 4 jours, parce qu'on part de 218, 4 jours de travail, mais quand on fait 22 compris, ça fait 5, et 35% au-delà. C'est la raison pour laquelle je vous disais, il faut bien raisonner en vous disant que la journée de solidarité, elle n'est pas payée, parce que si vous divisez le salaire annuel du collaborateur par 218, vous n'avez pas la réalité de son taux journalier. Son taux journalier, c'est le salaire annuel divisé par 217. Et là, vous savez quel est son taux journalier, et là, vous pouvez le majorer de 35% ou de 20%. Bon, c'est des erreurs pas très graves, hein. Je vous dirais que des contentieux là-dessus, j'en ai pas vu. Personne ne fait. Je crois qu'il n'y a que moi d'ailleurs qui dit ça. Enfin, je ne sais pas moi qui le dit, mais il y a que moi qui porte la focale là-dessus. En général, c'est pas un problème. D'ailleurs, les gens comprennent rien à la journée de solidarité. Donc c'est autre chose. Bref, le forfait jour, les absences. Alors,
Les salariés en forfait jour bénéficient de l'interdiction de récupérer les jours d'absence autorisés, hormis les dérogations légales strictement énumérées. Bon, je vais aller vite, je vais vous expliquer. Sauf quand c'est prévu par l'accord, ce qui n'est pas le cas de l'accord de branche. Hein. Donc, si vous mettez en place un accord d'entreprise, vous pourriez le prévoir, mais attention à la façon dont vous allez le rédiger. Bon, voilà, il faut bien le rédiger. C'est une JP de 2015 hein, que je vous dis là, mais j'ai jamais vu de truc assez bien rédigé finalement pour que ce soit appliqué. Donc, j'hésite quand même un peu, mais bon. Globalement, toutes les absences autorisées, la maladie, ça c'est très très important, mais aussi, je sais pas moi, les absences pour enfants malades, enfin toutes les absences autorisées, quoi, s'imputent sur les Ce qui me fait 217 peur, jours moi, du coup, payés c'est que, bon, et ne avec le nouveau taux, s'imputent on avait dit pas qu'il arrive, enfin, avec sur le nouveau contrat 4, si jamais il reste comme ça, on avait dit qu'ils arrivent. ah, et ne s'imputent pas sur les jours de repos, ce que vous appelez des jours de repos, donc les jours non travaillés. Donc, quand vous avez un salarié qui est malade, quand vous avez un salarié, vous lui, même s'il est malade 6 mois, malheureusement, vous n'êtes pas censé lui grignoter ces 10 jours, en général ces 10 jours de non-travail qui ne sont pas, qui sont pas dans le contrat en fait, qui ne vous regardent pas. C'est pour ça que j'incite lourdement en vous disant ça. Vous avez l'impression que vous donnez des jours aux collaborateurs, mais vous ne donnez pas des jours aux collaborateurs, vous lui avez acheté 217 jours, ce qu'il fait du reste, vous ne pouvez rien imputer dessus. Et il faut bien raisonner comme ça. Quand quelqu'un est malade, vous ne pouvez absolument pas dire bah, tu as été malade 3 semaines, bah, moi, je ne te donne pas un jour de RTT. Hein. Non, vous ne pouvez pas. Puisque ce jour de RTT, il n'est pas à votre main. C'est pas que vous ne lui donnez pas, c'est que c'est hors contrat. Est-ce que vous allez avec un de vos clients, vous mêlez de quelque chose qui n'est pas dans le contrat que vous avez prévu avec lui? Non. Donc ça, vous ne pouvez pas. Je ne vous dis pas ça pour être moraliste. Je vous dis ça parce que c'est casse-gueule. C'est hyper casse-gueule parce qu'on se fait aligner à chaque fois. Et l'inspection du travail, elle adore ça. Elle veut dire, bon, c'est très intéressant. Vous l'avez supprimé des jours, alors l'inspection du travail en général dit RTT. Ben oui, il était malade, bon, ben non. Et là, évidemment, quand vous avez un contentieux, que vous avez une lettre de l'inspecteur du travail, ou vous avez un problème avec un délégué syndical qui met en copie l'inspection du travail, ça peut prendre des proportions. Donc raisonnez, vous ne pouvez intervenir que sur les 217 jours que vous payez au collaborateur. S'il est malade, ça s'impute sur ces 217 jours payés, mais vous avez la sécu derrière. S'il ne vient pas travailler, c'est autre chose, c'est une absence non autorisée. Là, c'est différent. Mais il faut vraiment raisonner comme ça. Il y a des possibilités contractuellement, justement, de dire au bout d'un moment, proportionnellement, si vous êtes malade et que vous n'êtes pas venu, donc bon, on va quand même essayer de lisser un peu et de vous supprimer un jour de repos, pour parler comme je le vois souvent. La cour de casse depuis 2015 l'admet, mais il faut que ce soit super bien rédigé, il faut que la proportion soit écrite, il faut que ce soit très clair. Et la cour de casse l'admet, mais je l'ai vu qu'une fois, et franchement, en général, ça passe pas du tout. Il faut donc être très très méfiant. Vous devez suivre la durée et la charge de travail de vos collaborateurs au forfait jour. Eh bien oui, bien évidemment. Pourquoi? Parce que comme le collaborateur s'organise lui-même, mais que c'est quand même vous qui êtes responsable, toujours, qui avez le pouvoir de direction, vous devez vous assurer qu'il ne se charge pas trop lui-même. Ça, c'est la version adulte. Surtout, le législateur pense que vous allez en profiter, et c'est parfois le cas, pour lui donner des masses de trucs à faire sans contrôler. Et vous êtes toujours responsable. C'est d'ailleurs au fondement de cette responsabilité que personne n'impose le télétravail. Le législateur ne va pas s'amuser à endosser la responsabilité de celui qui organise le travail. Il vous demande de le faire, mais il vous laisse la responsabilité de le faire, quitte à vous sanctionner ensuite. C'est pareil là. Là, le législateur a dit le salarié il est autonome, mais il n'a pas transféré la responsabilité. C'est vous qui êtes responsable, donc c'est vous qui devez vérifier le suivi, la durée, la charge de travail. Vous achetez 217 jours de travail au collaborateur. Vous devez être en mesure de prouver que vous n'avez pas pris plus. On reprend la logique de l'épicier que j'avais la semaine dernière, il y a 3 semaines, avec les abricots. Non, c'est allé un peu vite. Je me rends bien compte, de toute façon, il faut qu'on accélère, mais en même temps, je peux pas. Il faut que je sois clair. Et il faut que j'arrête de bafouiller. Si je vais trop vite, je bafouille. Bon. Donc, vous devez faire extrêmement attention à cela. Pour les cadres soumis au forfait annuel, voilà, le terme forfait annuel, c'est pareil, c'est celui qu'on a eu d'habitude, mais donc c'est pas le bon terme, mais c'est pas grave, je suis obligé de m'adapter. La durée du travail doit être décomptée chaque année, par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné.
Il y a un récapitulatif qui doit être fait. Et le document peut être réalisé sur tout support. Bon, voilà, vous devez le tenir à disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans. Il vous le demande rarement, mais sachez qu'il peut le faire. Et quand vous avez un inspecteur du travail qui vous en veut et qui commence à vous faire la liste de tous les documents que vous devez tenir pour lui, si vous n'avez pas pris le pli et vous avez pris l'habitude de les produire, ça c'est un paramétrage, hein, un document qui sort une fois par an, c'est un paramétrage, et bien vous allez vous retrouver coincé. Pensez à faire ce paramétrage, demandez-le à votre service paye. Vous avez certainement un prestataire de paye externe, c'est son boulot. Et d'ailleurs, il aurait dû vous le dire. Et peut-être qu'il le fait déjà, d'ailleurs, il y en a qui le font quand même. Le slide d'après, s'il te plaît, Vincent. Et justement, à propos des bulletins de paye, vous avez vu, vous avez la subtile transition. Le bulletin de paye doit mentionner, pour l'information des salariés concernés, la nature et le volume du forfait sur lequel la rémunération est calculée. En général, ça se fait. Donc voilà, avec indication du nombre de jours travaillés dans l'annexe, 218 jours. Là, on met bien le nombre de jours travaillés. On met 218 jours, forfait 210, enfin en réalité c'est 217 payés. Mais bon, ça c'est l'habitude, ça ne pose pas tellement de difficultés. Je ne connais pas de contentieux là-dessus. Il résulte que le bulletin de paye doit simplement indiquer le nombre de jours fixés pour l'année et le cadre concerné, et non pas le nombre de jours ou demi-journées effectivement travaillées au cours du mois. Ça, c'est autre chose. Moi, je vois régulièrement des trucs trop compliqués, mais on a des circulaires, on a des choses. Bon, le relevé récapitulatif annuel tenu à disposition de l'inspecteur doit être tenu au moins, tenu au moins par mois. Oui, c'est ça. Vous devez faire un relevé au moins par mois. Voilà. Bon, théoriquement, votre prestataire de paye est en mesure de vous accompagner là-dessus. Faites-le. Faites-le, ça vous protège énormément. Et même quand l'inspecteur du travail arrive, que vous lui donnez un document, mais vous êtes 1 sur 1000 à le faire. Le gars, il aura une vision différente de l'entreprise et de la prise en compte de vos responsabilités. Faites-le. Puis au contentieux, c'est vachement plus simple. Quand on arrive, on dit voilà, tac, 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 c'est mieux. Vous devez, dans le Code du travail, faire un entretien par an dédié. Il y a un joli dessin que tu m'as mis là, Vincent. Un entretien dédié avec le salarié pour évoquer la charge de travail qui doit être raisonnable, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que la rémunération. Je précise que les tasses de café que vous avez sur les slides ne sont pas prévues au Code du travail, ça n'est pas obligatoire. Mais dans l'accord de branche de 22 juin 1999, qui donc a été modifié le 1er avril 2014, c'est 2 fois par an l'entretien avec le salarié. À l'époque, je vous rappelle qu'on était là pour protéger les entreprises qui étaient en train de se faire bunyer dans les contentieux. Donc évidemment, on en a rajouté des couches. Maintenant, on se demande pourquoi on a rajouté ces couches-là. À l'époque, on ne voulait absolument pas se faire retoquer à l'extension. Et on ne savait pas dans quelle mesure le législateur n'allait pas nous planter ou la cour de casse après, parce qu'on s'était déjà fait planter. Voilà. Donc, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, on l'a déjà vu, l'organisation du travail de l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée, la rémunération du salarié, les modalités d'organisation du salarié, la durée des trajets professionnels. Alors ça vient de l'accord de branche, hein. Ça vous devriez le faire sauter dans un accord d'entreprise, parce que franchement, c'est infernal. L'amplitude des journées de travail, ok. L'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, ça commence à faire beaucoup, il faut arriver avec justement votre petit récapitulatif. Et si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Et en plus, vous devez faire une liste que vous devez donner aux collaborateurs avant pour qu'ils sachent ce dont vous allez parler. Et vous devez aussi consigner dans un compte-rendu les mesures que vous allez prendre. C'est très bien. C'est hyper bien. Quand on a fait ça en 2014, on était sous le poids de décisions, le poids des entreprises qui voulaient être protégées, etc. Aujourd'hui, on se dit, mais cool. Donc, si vous faites un accord, même si moi, je suis assez réservé sur la faculté de modifier la rémunération, ça, vous pouvez le modifier. Ça, c'est pas du minimum de rémunération, c'est forcément pas le bloc 1. On est bien dans le bloc 3, donc on peut le modifier par accord d'entreprise. Il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Ça, c'est délirant parce qu'en plus, quand vous ne le faites pas, en cas de contentieux, ça vous est reproché. Évidemment, évidemment. Moi-même, je le ferais d'ailleurs. Hein. Si j'étais saisi d'un contentieux salarié, je dirais, mais je ne comprends pas. Bref. Vous devez aussi d'ailleurs faire d'autres choses dans l'accord. Je n'ai pas tout mis de l'accord de branche. Vous devez aussi afficher des choses, mettre les horaires de début et de fin de travail. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Les horaires de début et de fin, ça ne veut pas dire que le salarié doit travailler cette durée-là. Ça veut dire que vous devez dire à quelle heure le travail commence et à quelle heure, au-delà de quelle heure, il ne peut plus jamais travailler. Bon, ça aussi, il faut le faire. Je n'ai pas mis tout l'accord de branche, hein, mais vous devez aller le lire, l'accord de branche. Vincent, s'il te plaît. Merci. Donc, alors, quel est le rôle du CSE? Non, mais on peut avancer. Hein. Le rôle du CSE, le CSE, il est consulté quand vous avez un CSE, il est consulté chaque année. Voilà.
il est consulté et les salariés concernés dans le cadre de la consultation, la politique sociale d'entreprise. Il faut quand même que vous ayez un CSE de plus de 50 salariés, évidemment. Donc là, vous avez tous les textes anciens et nouveaux du Code du travail. Pour ceux qui ont encore les anciens textes, que j'en ai eu, je vous ai tout mis. Voilà. Et puis, le non-respect par l'employeur de l'obligation de consulter le CSE sur le recours au forfait jour, c'est pas la nullité, hein. C'est juste que ça peut être le délit d'entrave si jamais quelqu'un y pense. Enfin bon, je suis bien obligé de vous le mettre, quoi. Voilà, j'ai accéléré à fond. J'espère que c'est bon. Il me reste 4 minutes pour vous répondre. Je peux déborder un peu quand même, hein. C'est trop rapide, hein, je suis désolé, hein, c'est vraiment très condensé, j'ai même pas tout mis, je vous ai pas parlé de tout l'accord de 2014, et déjà je trouve que c'est trop. Donc Il y a attention, beaucoup d'informations, ce Mickaël. n'est qu'une synthèse là, il y a d'autres trucs. Bon, je vous écoute, pardon. Merci beaucoup en tout cas. On va prendre effectivement des questions. Donc on a la toute première question, c'est Monsieur Evan Monroy. Monsieur Monroy, je vous laisse intervenir. D'accord, donc je relis ce que j'ai demandé tout à l'heure. Vous avez parlé de l'ajustement en cas où le nombre de jours du forfait n'est pas de 218, est inférieur. Et ma question, c'est qu'est-ce qui se passe quand le salarié vient d'arriver la première année et que le nombre de jours de congés payés n'est pas encore acquis? C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire dans les slides, la branche vous a répondu, vous avez donc dans le slide, vous avez une règle que vous pouvez appliquer, qui est la règle suggérée par la branche, de prorata. Quand le collaborateur arrive le premier jour, il n'a pas acquis ses congés payés, mais vous partez du principe que dans les mois qui viennent, avant la fin de l'année, il va acquérir des congés payés, sauf si le contrat est rompu avant. Donc vous prenez en compte, pour la période restante à courir, le nombre de jours de congés payés à acquérir. En théorie, ces congés payés ne sont pas pris. Donc c'est pour ça qu'en fait, la règle, elle va dépendre de vous, ou si vous n'avez pas d'accord d'entreprise, appliquez la règle que vous donne la branche, que je vous ai mise dans le slide. C'est tout. Ne cherchez pas à faire plus compliqué. Merci. On a une question qui, je pense, va concerner beaucoup de personnes, mais comment on se protège d'un salarié qui ne viendrait travailler que 10 minutes? J'y ai répondu parce que je l'ai vu passer tout à l'heure. Je vous ai dit, donnez-lui du travail. Si un salarié vient travailler que 10 minutes, soit il n'a pas de boulot, soit il a du boulot, il ne le fait pas. Parce que ce n'est pas venir travailler. En plus, il est en forfait jour, le gars, et en plus, maintenant, on est en télétravail. C'est travailler. Si le gars ne travaille que 10 minutes par jour, c'est qu'il n'a pas de boulot. Donc, donnez-lui du boulot. Et s'il a du boulot et qu'il ne le fait pas, il commet une faute et vous le sanctionnez. Ça peut aller jusqu'au licenciement. C'est pas un problème, quelqu'un qui bosse 10 minutes par jour, en soi. Vous pensez qu'il faut qu'il vienne plus, mais s'il n'a pas plus de boulot, il n'a pas à le faire. Il n'a pas à venir. Et s'il a plus de boulot, là, il commet une faute. Mais le problème n'est pas la durée. Le problème, c'est la non-exécution du contrat de travail. La durée n'existe pas quand on est en forfait jour. Ce qui existe, c'est est-ce que le boulot est fait ou pas. S'il est fait, vous n'avez rien à dire. S'il n'est pas fait, vous avez à dire. Et le fondement, ça ne sera pas vous êtes venu 10 minutes. Le fondement, c'est votre boulot, il n'est pas fait. Merci, maître. J'enchaîne avec la question suivante. Est-ce que c'est possible de mettre une partie des consultants en forfait jour et l'autre partie des consultants, on ne les met pas en forfait jour? Est-ce que c'est possible de les sélectionner les salariés? Oui, alors on peut par définition avoir plusieurs types de décompte de durée du travail dans l'entreprise. C'est ce que je disais, il y a plusieurs sociologies. C'est pas parce que vous avez un salarié au forfait jour que si vous avez par exemple quelqu'un qui s'occupe de l'accueil dans votre entreprise, vous allez le mettre au forfait jour. Vous ne pouvez pas d'ailleurs, il n'est pas autonome, ça ne rentrera pas. Donc vous pouvez avoir des modalités de décompte de la durée du travail distinctes entre plusieurs catégories de salariés. Au sein de cette catégorie de salariés, vous pouvez aussi avoir des modalités distinctes, vous pouvez, mais attention, déjà, attention à la rupture d'égalité. Donc, si vous avez un collaborateur qui est en forfait jour, qui fait le même boulot, qui a la même ancienneté, qui est en position 3.1, et un autre qui ne l'est pas, c'est pas une obligation d'être en forfait jour. C'est pas une obligation. C'est pas considéré non plus comme étant quelque chose un bénéfice. Mais si le collaborateur vous le demande, celui qui ne l'est pas, il faudra avoir un élément objectif pour vous dire, toi, non, je ne souhaite pas que tu sois en forfait jour. Je ne connais pas de contention rupture d'égalité sur ce point-là, puisque le forfait jour, c'est un accord entre les parties, ce n'est pas une mesure collective à laquelle tout le monde bénéficierait. Mais enfin, il faut quand même être en mesure d'expliquer pourquoi, parce que par principe, il faut que vous puissiez être en mesure d'expliquer toutes vos décisions d'employeur. Mais il n'y a pas un risque énorme, mais il faut quand même faire attention. Si vous le demandez, il faut quand même lui expliquer pourquoi pas lui. Surtout s'il est exactement dans la même position que les autres. On a une question aussi de M. Bruyère qui demande pourquoi il est possible de décompter en demi-journée si on compte systématiquement une journée dès la première heure travaillée.
Alors, ça n'est pas possible, sauf si vous le prévoyez. Si vous prévoyez dans votre accord, mais pas l'accord de branche ne vous le permet pas actuellement. Enfin, il vous donne le principe. À la limite, on peut dire le principe est posé dans l'accord de branche et par une espèce de décision unilatérale, mais une règle qui serait appliquée dans l'entreprise, affichée que tout le monde connaît, parce qu'il faut encore définir ce qu'est une demi-journée. Alors, si vous définissez la demi-journée par une durée, ben, ça ne marche pas. Si vous dites la demi-journée, c'est 3h30 de travail, ben, ça ne marche pas. En fait, la demi-journée, elle se détermine par rapport à un seuil, enfin par rapport à un cliquet. Avant midi, après midi. Voilà. Ou avant 13h, après 13h. Demi-journée. Donc, quelqu'un qui vient 10 minutes avant 13h, il aurait fait sa demi-journée. Quelqu'un qui vient 10 minutes après 13h, il aurait fait son autre demi-journée. Mais ça, donc, il faut le préciser dans l'accord. Donc, on peut, en fait, réduire le forfait du forfait jour au forfait demi-jour. C'est ça que ça veut dire. Et si vous passez au forfait demi-jour, eh bien, ce forfait demi-jour, il faut vous expliquer quand il s'arrête. Donc, il s'arrête à 13h ou 14h, ou j'en sais rien. Bon. Et l'autre démarre. Mais il faut bien le préciser, sinon, vous ne pouvez pas. Sinon, il n'y a pas de demi-journée, ça n'existe pas, on n'arrive même pas à le définir. Merci. Et la toute dernière question, Madame Boucheron, je vous répondrai par mail sur la journée de solidarité. Question de Marie-Hélène Morin qui est l'employeur peut-il supprimer les jours non travaillés du salarié s'il n'a pas pris ses jours à la fin de l'année? Non. Je vais même vous dire, il n'a pas pris, il n'a pas à les prendre, c'est vous qui devez lui faire prendre. Mais c'est même pire que cela. Vous devez lui refuser l'accès, il ne vient pas, il ne vient pas venir travailler gratuitement. Vous ne l'avez pas payé pour faire ces jours-là. Vous le payez pour faire 217 jours de travail, il en fait 218, s'il en fait plus, vous n'avez pas le droit de lui faire plus. Même s'il veut le faire volontairement, vous n'avez pas le droit. Donc vous ne pouvez pas, vous pouvez avoir un accord avec lui et vous mettez d'accord pour lui racheter en fait, pour étendre le nombre de jours achetés, mais vous ne pouvez absolument pas faire travailler un salarié au-delà du temps que vous lui avez acheté. On retombe dans ma logique des abricots. Vous achetez 1 kilo d'abricots, ça veut dire 5 abricots, ou 7, j'en sais rien, je ne sais plus. Enfin bon, bref, si vous en avez 9 dans le paquet, vous en avez volé 2. C'est tout. Il n'y a pas de discussion. 35 heures, le mec qui bosse 37 heures, vous avez volé 2 heures. Et vous achetez 217 jours de travail. Vous avez le droit à une journée de rab, très bien, c'est offert par le patron. Mais à 220, vous avez un jour de trop, là. À 219, vous avez un jour de trop. Et un jour de trop, vous l'avez volé. Parce que je vous rappelle que c'est vous qui êtes responsable de votre entreprise, c'est vous qui laissez le salarié travailler, c'est vous qui organisez sa charge de travail. Le pouvoir de direction, il est sur vos épaules. Le salarié, vous devez lui dire non, vous devez résister. Et si vous acceptez qu'il travaille gratuitement et c'est illégal. Merci, maître. Merci à tous pour votre présence. Donc, information, c'est que vous pouvez régir le forfait jour par accord d'entreprise sur tous les points cités par maître pendant la conférence. Nous avons, au sein de la Fédération Sinov, un modèle à votre disposition, un modèle d'accord d'entreprise. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur le forfait jour, pour vous assister dans la rédaction de votre accord d'entreprise. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à... Il y a juste une dernière question à laquelle je vais répondre. Non, je vais répondre à un dernier point. Il y a une personne qui dit « Je reste très perplexe sur les conditions de rémunération ». Et je vais lui dire « Vous avez raison d'être perplexe ». Alors, je vais essayer d'expliquer. Je vais prendre 5 minutes de plus pour vous expliquer. On ne peut déroger par accord d'entreprise à quasiment tout. Mais on ne peut pas déroger au minima de rémunération. On ne peut pas. C'est une question de respect des conditions de concurrence. Donc, vous ne pouvez pas, quand un collaborateur a un minimum de rémunération, c'est le plancher de la branche, vous ne pouvez pas, par accord d'entreprise, aller en dessous. Vous ne pouvez pas. C'est interdit. Or, il y a un problème d'interprétation avec les forfaits jours. On vous dit, et c'est pas Sinov, c'est pas moi, c'est comme ça, que vous pouvez négocier votre forfait jour comme vous le voulez au niveau de l'entreprise. Ça ne relève pas des matières qui sont des matières à la main de la branche. Donc, très bien. Mais le problème, c'est que dans notre branche, dans cette capsule qu'on appelle le forfait jour, on a aussi instauré des conditions de rémunération. Et ces conditions de rémunération comportent le mot minimum quand même dedans. En 2014, toutes les modalités de la branche se sont fait rétamer parce qu'il y avait marqué le mot a priori et la Cour de cassation a fait semblant de ne pas le comprendre. C'était un a priori rhétorique en disant bon, a priori c'est comme ça, mais ça peut être différent. Elle l'a compris comme étant évidemment littéral. A priori, ça veut dire avant. Donc, si vous n'avez pas a priori le plafond de la Sécu, vous n'êtes pas en modalité 2. Moi, quand je vois minimum dans les conditions de rémunération des forfaits jours, je me dis que la Cour de cassation va considérer ça littéralement comme étant un minimum de rémunération, bloc 1.
Vous ne pouvez pas y déroger. Donc, mon analyse d'avocat qui est là pour vous sécuriser, je ne peux pas dire autrement qu'il y a un risque. Si vous faites une négociation, mettez en place un forfait jour et que dans ce forfait jour, vous prévoyez qu'il est payé moins que ce que la branche prévoit pour les forfaits jours de branche, alors qu'il y a écrit le mot minimum, moi, je pense qu'il y a un risque. D'autres personnes vous diront non, parce que c'est une capsule. C'est une capsule et donc c'est la condition du forfait jour de branche. Si vous faites un autre forfait jour, cette condition ne s'applique pas. Ni ces personnes, ni moi, n'avons une décision de justice pour appuyer notre raisonnement. Aucune. Les deux raisonnements se tiennent. Vincent vous dira que dans la branche, il y a plein d'accords dérogatoires qui passent avec des dérogations aux conditions de rémunération. Et ces dérogations, elles passent sous les yeux des syndicats de la branche et ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Et donc, par conséquent, je passe moi pour quelqu'un qui est extrêmement bloquant. C'est vrai. Sauf qu'à partir du moment où vous avez une décision, il ne s'est rien passé dans la branche pendant 15 ans sur la modalité 2. Absolument rien. 15 ans, ça suffisait pour dire, voilà, à partir du moment où on s'est pris 15 ans, Altran s'est pris 1 million, puis Altran s'est pris 10 millions, puis toutes les boîtes se sont fait ramasser. La durée, c'est comme toujours, ça ne sert qu'à éclairer le passé. Je dois vous dire qu'il y a un risque. Vincent vous le dit aussi, d'ailleurs, enfin, on vous le dit tous. Vincent vous dit, il y a quand même, moi je vois passer des choses dérogatoires et ça ne bouge pas du côté syndical. Heureusement, et je souhaite me tromper, vraiment. Mais je suis obligé, et je ne signerai jamais un conseil en tant qu'avocat où je vous dis, allez-y, il n'y a pas de problème, on peut modifier ce qu'on veut sur les forfaits jours. Certainement pas. J'ai des confrères qui le font. Moi, je vous dis, il y a marqué minimum, la Cour de casse, elle est capable de vous dire que ce minimum, c'est un minimum de rémunération, bloc 1, vous devez le verser. Vous ne l'avez pas respecté, tout tombe. Il y a un risque. Je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas de décision de justice. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Je ne peux pas faire plus clair. C'est très clair. Non, c'est très, très clair. Merci, maître. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci. Au revoir.